Je m'appelle Pierre Parizeau-Legault, je suis professeur au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais et chercheur régulier au CREMIS. Donc, les particularités de l'intervention auprès de la clientèle des ITSA, il y en a plusieurs. Je vous dirais que ce qui ressort énormément chez nos étudiants, c'est que souvent ils nous disent, bien, il n'y a rien qui nous a préparés à ce qu'on rencontre sur le terrain, sur les bancs d'école. Ça peut surprendre, mais cet écart théorie-pratique-là, en fait, c'est le signe que l'expérience d'intervention auprès de cette clientèle-là demande une actualisation constante des compétences, mais surtout à l'étudiant ou à l'intervenant, en fait, dans sa pratique, de faire du lien, de s'appuyer sur ce qu'il a appris pour finalement développer ses interventions. Mais il n'y a pas une personne qui est unique et avec cette clientèle-là, les besoins aussi sont très différents selon les profils de clientèle, ce qui fait en sorte que l'intervenant, lui, doit faire usage de créativité, si on veut, pour bien adapter, individualiser ses interventions aux aléas du terrain, en fait. Et des aléas, il y en a beaucoup. Évidemment, sur le plan individuel, la personne peut avoir différentes difficultés de compréhension, donc il y a une adaptation de l'intervention à là où est la personne dans le moment présent, mais aussi à sa capacité de comprendre ce qui lui est dit. Évidemment, on souhaite également formuler des objectifs qui exposent la personne à des succès plutôt que des échecs. Et souvent, ça, c'est une des premières étapes qu'on fait aussi en intervention. Si les objectifs sont trop ambitieux, on risque d'exposer la personne à un échec et là, ça influence en fait négativement le plan d'intervention. À l'inverse, si on a des objectifs qui sont bien cadrés avec les besoins de la personne, qui répondent un peu aussi aux valeurs de la personne, puis qui prennent le temps, en fait, de s'appuyer sur ce que la personne veut dans son plan d'intervention, bien souvent, là, on peut exposer la personne à des succès. Et ces succès-là vont servir la personne dans sa vie, dans sa réadaptation, mais aussi à l'intervenant, dans le cadre de son travail, de son mandat et des contraintes que lui doit avoir sur le plan du suivi, de l'accompagnement qu'il souhaite offrir à la personne. Dans les particularités, il y a aussi toute l'organisation des services. Souvent, bien, on dit souvent la blague qu'en théorie, tout va bien, en pratique, ce n'est pas nécessairement le cas. On arrive sur le terrain. Les services, c'est complexe. Il y a plusieurs intervenants autour de la table. Ce ne sont pas tous les intervenants qui communiquent de la même façon. Le langage de l'intervention est aussi différent entre un psychoéducateur, un travailleur social, une infirmière, un psychologue. Et donc, les étudiants, à l'intérieur de ce contexte-là, doivent apprendre à collaborer ensemble. Et des fois, cette collaboration-là s'articule autour d'un lien de confiance entre les intervenants. Ce qui fait en sorte qu'une des grandes particularités, je crois, au Québec, c'est qu'on a une porte tournante d'intervenants qui est assez importante. Et à chaque fois qu'un intervenant d'expérience part, et ça demande à un autre intervenant, en fait, de développer un nouveau lien de confiance pour finalement assurer la fluidité des interventions qui sont faites auprès de cette clientèle-là. Donc, il y a vraiment des variables personnelles à considérer auprès de la personne. L'intervenant, lui, doit faire le travail actif de se demander, dans toutes les approches que j'ai apprises, dans toutes les approches que je connais, que je maîtrise, quelle approche est la plus susceptible d'amener le maximum d'effets positifs à la personne dans son rétablissement ou dans sa réadaptation. Et ça, c'est le travail qui est demandé de l'intervenant, de faire ce lien-là et d'adapter, en fait, ces interventions aux personnes qui ont un profil des ITSA. Et évidemment, il y a tout l'aspect organisationnel au niveau des services qui, des fois, donc, on voit que ça achoppe. Il peut y avoir des ruptures, des bris de service. Et ce qu'on souhaite comme intervenant, c'est toujours s'assurer qu'il y a une continuité de service. Souvent, quand on parle d'intervention psychosociale, on a souvent le profil du patient normal, entre guillemets, c'est-à-dire une personne qui comprend ce qui est en jeu, qui est motivée à changer des comportements de santé. Et c'est une personne aussi qui est généralement libre des actions qu'elle souhaite entreprendre de sa vie, donc qui n'est pas sujette à des contraintes. En ajoutant la couche qui correspond au profil des ITSA, on a déjà une certaine complexité qui s'ajoute. Et en ajoutant, évidemment, la judiciarisation, bien là, on a tout l'aspect de la contrainte qui, finalement, vient donner un cadre d'intervention très précis dans lequel l'intervenant doit agir. Et dans ce cadre-là, je vous dirais que c'est très facile d'en arriver à une culture de pratique où on souhaite toujours être dans l'aversion au risque, donc de toujours travailler contre le risque. Ce qu'on réalise, c'est qu'on doit travailler avec le risque. Parce qu'en tentant toujours de s'éloigner du risque, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on crée cette distanciation-là, puis on est un peu moins capable d'anticiper ce que ce risque-là représente dans la vie des personnes et dans le quotidien de l'intervention. Et donc, ce travail-là de se familiariser avec le risque, je pense qu'en contexte de judiciarisation, et c'est un travail qui est majeur, qui est important, qui est difficile, qui demande énormément d'engagement moral auprès des intervenants. C'est un travail qui demande énormément
de tolérance au risque et de tolérance à l'incertitude. C'est un travail qui est moralement complexe aussi parce que parfois, il y a une distance à prendre entre mes valeurs comme intervenant, le mandat que j'ai aussi dans un contexte de suivi spécialisé auprès d'une clientèle des ITSA et ce que la personne souhaite dans sa vie aussi. Et donc, quand on est dans une logique de gestion du risque, c'est facile finalement de faire en sorte que le risque prenne toute la place et que finalement, l'autonomie de la personne soit réduite à un point tel que ça en vient à contrecarrer un peu les objectifs de réadaptation, de réinsertion sociale. C'est pourtant ce qu'on poursuit. Mais il peut y avoir des exigences contradictoires entre le fait de devoir gérer un risque et de faire en sorte que la personne, à terme, sorte de la contrainte, profite de services en communauté et qu'il y ait encore une fois une continuité des services entre un service très encadré sur le plan légal en termes de suivi probatoire et un service courant qui est offert en communauté. Et donc, je vous dirais que la culture d'aversion au risque est très problématique parce qu'elle peut des fois donner des réflexes d'intervention qui sont très contraignants sur le plan de l'autonomie de la personne. On comprend que les intervenants ont un mandat quand même à respecter. Il faut simplement garder en tête que les personnes ont quand même, ils peuvent quand même exercer des choix dans leur vie. Et le devoir de l'intervenant, à mon avis, c'est d'accompagner la personne dans ces choix-là et d'exercer avec lui une pondération entre les risques-bénéfices. Je pense qu'il faut garder en tête que les intervenants sont des humains qui travaillent avec des humains dans une société qui n'est pas nécessairement accueillante pour les personnes qui ont des profils complexes ou qui sont judiciarisées. Dans ce contexte-là, souvent on entend de la part de l'intervenant, c'est une question, c'est un enjeu de sécurité publique, c'est un enjeu de gestion du risque. Ce que les études dans le domaine du handicap nous apprennent, et il y a un concept qui est très intéressant par rapport à ça, c'est le concept de dignité du risque. Ça nous rappelle en fait que dans tous les choix qu'on exerce dans notre vie, il y a toujours une part de risque. Prendre mon vélo ce matin pour arriver ici, il y a toujours une part de risque dans le fait de prendre mon vélo. Et il y a des choix que je fais pour mitiger le risque de mettre un casque ou pas. L'analogie peut sembler un peu générale, mais dans n'importe quel autre choix, il y a toujours cette pondération qu'on exerce entre les gains qu'on va chercher dans les décisions qu'on prend et les risques qu'on prend au quotidien. Je vous dirais que la dignité du risque nous rappelle que dans les choix et dans le fait de redonner à la personne une part d'autonomie, c'est également de respecter sa dignité. Et ça fait en sorte, sur le plan de l'intervention, qu'on peut atteindre peut-être un meilleur équilibre entre cette fameuse gestion du risque à tout prix et le fait que la personne puisse prendre des choix, participer aux décisions, mais également être responsabilisée vis-à-vis des décisions qu'elle prend pour éventuellement, en fait, voir ses contraintes disparaître ou du moins être atténuées ou amenuisées. Donc, dans cette question du risque-là, à mon avis, un principe qu'on oublie souvent, c'est le principe de la dignité humaine. C'est le fait que les intervenants, en fait, s'engagent auprès des personnes qu'ils souhaitent aider et que la gestion du risque, bien que ça soit important, nécessaire et que ce ne soit pas contesté sous l'angle de la sécurité publique, peut des fois nous amener à exclure d'autres principes d'intervention, notamment celui de la dignité humaine, de la prise de décision partagée avec les personnes, qui, dans ce contexte-là, qui se caractérise quand même d'une contrainte, d'une probation, donc de conditions à respecter, est toujours possible. C'est toujours possible d'impliquer la personne et cette implication-là garantit une certaine forme de responsabilisation aussi de la personne vis-à-vis de ses propres décisions. Je pense que dans les dernières années, les organisations ont subi, et je ne suis pas en train de blâmer l'organisation, mais je pense qu'elles ont elles-mêmes subi un régime d'austérité dans les pratiques d'intervention, ce qui fait en sorte qu'il y a un roulement de personnel. Il peut y avoir une fuite d'expertise et des fois, là, c'est là que ça joue, en fait, sur la tolérance au risque, puis le fait que l'équipe soit stable ou pas, qu'elle ait eu le temps de développer ses connaissances en équipe et que chacun des intervenants, en fait, ait sa place dans la dynamique d'équipe, développe sa propre expertise. Et là, il y a des communications ou des interactions entre les intervenants qui sont possibles pour assurer un suivi complet des personnes. Dans ce contexte-là, j'ai souvent eu l'impression, à partir des expériences ou des recherches que je mène, que les organisations ont une culture de gestion du risque qui se rapproche de l'aversion au risque, de la gestion du risque à tout prix, et qu'elles donc ont un réflexe de protection, si on veut. Par contre, je crois que certaines équipes ont développé des pratiques particulièrement intéressantes qui démontrent que la gestion du risque est possible dans une perspective de soutien et d'accompagnement. Et que cet équilibre-là, entre le fait de répondre aux besoins de la personne, de favoriser sa réadaptation, sa réinsertion sociale, tout en respectant les conditions associées au suivi probatoire, est absolument possible. Mais pour ça,
évidemment, ça prend des ressources. Ça prend un certain temps. Il faut tisser un lien de confiance avec les usagers. Il faut être capable d'assurer ces suivis-là dans une perspective où ce n'est pas toutes les personnes qui sont suivies qui vont agir de la même façon, qui vont être prêtes à l'intervention, qui vont être motivées. Et évidemment, ces personnes-là n'auront pas tous les mêmes objectifs. Donc souvent, les organisations ont une tendance à l'harmonisation des pratiques, alors que ce qu'on voit dans la réalité du terrain, c'est que les pratiques sont extrêmement diversifiées et pour individualiser les soins, ça nous prend cette diversité-là pour accompagner la personne du point A au point B et pour la suivre dans son processus de réadaptation, de réinsertion. Les meilleures approches, je ne sais pas s'il y a une meilleure approche ou c'est pas la capacité de l'intervenant de jongler avec les approches qui est déterminante en fait. La question que moi je me posais tout le temps comme intervenant et que je pose souvent à mes étudiants, c'est la personne, elle est où dans son parcours? Est-ce qu'elle est très motivée à changer? Ou au contraire, on voit que la motivation à apporter des changements sur les comportements qui ont mené à sa situation, c'est encore à travailler. Dans ce cas-ci, on peut privilégier une approche motivationnelle. Évidemment, il faut l'adapter à la personne qui a un profil d'ITSA. Il faut que l'approche soit accessible à la personne. Il faut évidemment adapter son langage, son style d'intervention donc aux besoins de la personne dans le moment présent. Mais si une personne est dans un moment de son rétablissement, de sa réadaptation, où il y a un travail à faire sur sa motivation à changer, bien, on a des approches de type motivationnel qui existent, qui gagnent à être adaptées, mais qui existent quand même pour accompagner la personne dans ce cheminement-là. Dans un contexte de judiciarisation, cette approche-là, souvent, ça rime très bien aussi aux approches de réduction des méfaits. Donc, globalement, la réduction des méfaits, c'est qu'évidemment, on souhaiterait que les comportements du jour au lendemain puissent changer. On voit que dans la réalité, ce n'est pas une chose qui est nécessairement possible. Donc, en attendant que les comportements changent pour le mieux, cette période-là, on va souvent l'utiliser pour donc réduire les méfaits des comportements et donc travailler avec la personne, si on prend l'exemple de la consommation, à ce que la consommation se fasse dans un endroit qui est sécuritaire, que la consommation ne la mette pas elle-même à risque pour elle-même ou pour autrui, notamment par exemple un risque de décès. Et donc ça, ce sont des approches qui ont émergé dans les dernières années, qui sont particulièrement utiles parce qu'au lieu d'attendre que la personne soit prête à changer, on fait un travail actif de changement avec elle et en même temps, on lui propose des stratégies qui peuvent réduire les méfaits de certains comportements. Et donc, je vous dirais que ça, c'est des approches qui sont quand même intéressantes à considérer, qui ont émergé dans le champ ou dans le domaine des toxicomanies et qui peuvent maintenant être adaptées à plein de clientèles, dont la clientèle des ITSA, mais aussi à plein de conditions de santé et comportements de santé. Dans les autres approches qu'on voit aussi, c'est la fameuse résolution de problèmes. Des fois, au quotidien de l'intervention, c'est peut-être plus facile, rapide et efficace de demander à la personne, bon, qu'est-ce qui est en jeu en ce moment? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans cette situation-là et quelle solution s'offre à nous pour résoudre le problème? Et souvent, ce qu'on oublie aussi, puis ça fait un peu partie de la culture de gestion du risque, mais en parlant de risque, on parle toujours de problème, plus rarement de solutions, puis on peut oublier aussi que la personne a un parcours. Dans sa vie, a mobilisé des forces, des ressources. Et ça fait partie des apprentissages qu'elle possède. De mettre de l'avant ces apprentissages-là, de lui demander, quand tu as été confronté à la même problème il y a 2 ans, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant que tu sais qu'il y a quand même des chances de succès? Dans ces approches-là, donc, qui sont centrées sur le problème, mais aussi sur les solutions, on est souvent capable d'aller chercher les forces de la personne plutôt que de seulement être axé sur la problématique. Et donc, en allant chercher les forces de la personne et en l'accompagnant là-dedans, et souvent avec la clientèle des TSA, on va prendre des exemples concrets pour illustrer le processus, bien, on est capable aussi d'aller voir, et des fois ça se fait en discussion d'équipe, bon, bien, quand on a été confronté à une problématique similaire il y a 2 ans, bien, la personne a mobilisé telle force qu'on pourrait mettre de l'avant aujourd'hui pour lui permettre d'aller un peu plus loin. Et des fois, ça nous donne d'autres indicateurs, d'autres forces à développer ou d'autres apprentissages à faire pour mieux accompagner la personne. Donc, on est également dans la résolution de problèmes, dans l'approche qu'on appelle centrée sur les forces et l'approche centrée sur les solutions, qui encore là fait partie d'un éventail d'interventions qui dépend toujours de là où la personne est dans sa vie. Des fois, la personne va avoir besoin d'une solution concrète à un problème très concret. Et d'autres fois, la personne va être plus dans un état où, bon, il faut l'accompagner dans des changements de certains comportements. Là, il faut y aller par étapes. Et là, en utilisant des approches comme ça, on est capable d'individualiser les soins, d'adapter les interventions. Et des fois, ça donne des gains très intéressants, en fait, sur le plan du rétablissement de la personne, de son rétablissement ou de sa réinsertion. Donc, ces approches-là, évidemment, ont toutes leurs particularités. Si on prend l'approche motivationnelle en exemple,
c'est possible en fait de développer ou de mettre en œuvre des interventions qui s'inspirent des principes généraux. Auprès des personnes qui présentent une DI ou un TSA, l'exemple qui illustre le mieux une approche qui s'inspire de l'approche motivationnelle ou une intervention qui s'inspire de l'approche motivationnelle, ce serait par exemple de demander à la personne d'identifier les plus et les moins de ses comportements. Donc, qu'est-ce que ça lui amène? Qu'est-ce que ça lui retire? Quelles sont les conséquences positives ou négatives? Donc, on est ici dans une approche qui est très concrète, qui s'appuie sur le vécu de la personne et qui lui demande de réfléchir, en fait, à ce qui influence ses comportements et également aux conséquences de ses comportements. Et à partir de là, c'est possible, en fait, de travailler avec la motivation au changement de la personne à partir de ce petit exercice-là, là, qui souvent est utilisé dans ce type d'approche-là. Il y a plusieurs compétences qui sont attendues de la part des professionnels qui travaillent dans ce type de service-là. Je vous dirais que la compétence qui est centrale, à mon avis, c'est une bonne tolérance au risque, également une bonne aptitude à la créativité et à la recherche d'interventions qui peuvent être novatrices, qui s'inspirent de plusieurs approches et qui finalement vont être particulièrement individualisées à la personne. Ça, c'est sur le plan, en fait, un peu de la qualité qu'on recherche des intervenants. Chez les intervenants, en fait, qui travaillent auprès de cette clientèle-là ou dans un service spécialisé de l'ordre du suivi en DITSA, je vous dirais qu'il y a tout le travail d'organisation aussi qui est fait par les professionnels et là, qui mobilise plein de compétences. La collaboration interprofessionnelle, la création de liens, pas seulement des liens avec les personnes, mais aussi les liens avec les services, parce qu'on oublie tout le temps que l'approbation est en soi quelque chose qui, dans l'idéal, devrait être temporaire. Ce qui fait en sorte que on est dans le moment présent en train de créer des liens avec la personne pour favoriser son rétablissement, son retour en communauté, mais qu'on doit aussi créer des liens avec les services qui vont recevoir cette personne-là. Et ça demande à l'intervenant énormément de compétences relationnelles, politiques même parfois, de création de liens de confiance, de liens de collaboration et en fait, des fois, on parle de discussion de cadre de porte, hein, de ces discussions-là qui font en sorte que les services peuvent assurer une certaine continuité, malgré qu'on sache très bien qu'au Québec, on a en santé mentale, puis même en DITSA, des listes d'attente. Donc, une forme de précarité auprès des services, une planification qui est nécessaire pour passer d'un service à l'autre ou pour assurer une transition qui est correcte et qui est adéquate entre deux services. Et chez les intervenants, souvent, ça demande ces compétences-là. Donc, ce n'est pas des compétences qui sont nécessairement cliniques sur le plan de l'intervention strictement. C'est des compétences qui sont organisationnelles, qui relèvent en fait d'un travail d'organisation des soins et des services. Et souvent, ça, c'est central au travail de l'intervention, même que ce ne soit pas nécessairement nommé. C'est que l'intervenant se questionne toujours de est-ce que je suis la meilleure personne à cet endroit-là pour intervenir? Si la réponse est non, à qui je fais appel dans mes collègues? Comment je valorise l'expertise de mes collègues? Qui est la meilleure personne pour répondre aux besoins de la personne que je suis? Et dans un contexte où, par exemple, on suppose que le suivi probatoire prend fin, bien, il y a tout le travail d'arrimage, de maillage entre les services qui fait partie, en fait, des compétences de l'intervenant sur le plan organisationnel. Au niveau de la particularité de l'arrimage entre les services, c'est peut-être triste comme réponse, mais je pense que c'est généralisé à la fois aux personnes qui ont une DI ou un TSA, mais également aux services de réadaptation en santé mentale, plus généralement. On est dans des services qui ont rarement été priorisés. Souvent, dans le domaine de la santé, du moins, on voit un peu ce domaine d'intervention-là comme le parent pauvre. Une personne arrive à l'urgence avec un problème cardiaque ou respiratoire, tout va être mobilisé pour, évidemment, permettre à cette personne-là de survivre. On n'est pas dans les mêmes enjeux en santé mentale. On n'est pas dans les mêmes enjeux dans le contexte de l'ADI ou du TSA. Et en plus de ça, on a un processus de stigmatisation, de marginalisation qui fait en sorte que l'état des services comme tel, pour un intervenant, ça peut être, en termes d'arrimage, plutôt difficile en fait d'aller chercher les bons services au bon moment. Je pense qu'en termes de temps opportun, souvent c'est déterminant dans l'intervention. Lorsqu'on constate qu'une personne a un besoin dans le moment présent, on souhaite évidemment pouvoir lui offrir les bons services. Par contre, ça peut être plus difficile qu'il n'y paraît en termes d'organisation des services et les services de santé mentale ou de réadaptation, à mon avis, sont caractérisés par une certaine forme d'austérité, ce qui fait en sorte que l'arrimage n'est pas toujours facile. Les voies de communication ne sont pas toujours claires non plus entre qui fait quoi et comment ces services-là communiquent entre eux pour
être cohérents dans leurs interventions. Et la cohérence dans l'intervention, souvent, on n'en parle pas assez, mais c'est particulièrement important. On souhaite envoyer le même message et on souhaite que les gains que la personne a faits dans sa trajectoire puissent être maintenus. Et ce maintien-là, en fait, est dépendant des services que cette personne-là va recevoir si elle amorce une transition. Et donc, en termes d'arrimage, je vous dirais que pour moi, une des problématiques en ce moment, c'est ça. C'est qu'il y a, à mon avis, une sous-valorisation des services de santé mentale et des services aussi qui accueillent les personnes dans des situations de marginalité, notamment les personnes judiciarisées. Et ça implique aussi d'autres conditions connexes, notamment l'itinérance, les problèmes de consommation de substances. Évidemment, ici, moi, je classifie ça, mais c'est possible qu'on retrouve l'ensemble de ces situations-là chez la même personne également. Et je vous dirais que les services, en ce moment, sont très peu adaptés pour répondre de manière peut-être plus holistique à ces besoins-là. Et c'est souvent là que l'arrimage est problématique. En termes d'arrimage de services, la pertinence est évidente dans la mesure où, pour la personne qui a une DI ou un TSA, le fait de recevoir ces services-là va être facilitant aussi sur les autres domaines de sa vie en termes de suivi d'accompagnement, que ce soit par exemple en termes de logement, de suivi de la médication qui est prescrite, de réadaptation aussi si la personne rencontre certains problèmes ponctuels qui nécessitent certaines expertises ponctuelles. D'arrimer ces services-là assure une cohérence de l'intervention, permet à la personne souvent d'atteindre plus facilement ses objectifs de réadaptation également. C'est un travail qui est moralement très complexe. J'insiste sur le terme moral, c'est-à-dire que dans un processus de judiciarisation, on est toujours un peu en porte-à-faux entre ce qui est bien ou mauvais en termes de règles sociales, entre ce que nous, on considère comme bien ou mauvais comme intervenant et entre ce que la personne souhaite également dans sa vie. Et il y a cet équilibre-là souvent qui est difficile à atteindre, ce qui fait en sorte que quand on intervient dans ce contexte-là, on peut ramener du travail à la maison. C'est assez courant, en fait, et c'est la raison pour laquelle on demande aux intervenants de très bien connaître leurs limites interpersonnelles. Souvent, on dit, pour résumer, qu'en intervention psychosociale, en termes de soutien d'accompagnement, particulièrement auprès des clientèles qui sont marginalisées ou judiciarisées, on est notre propre outil de travail. Et ça, on ne le répétera jamais assez. L'intervenant, lui, je vous dirais que la principale personne, le principal outil sur lequel il s'appuie, c'est sur lui-même. Donc, cette connaissance-là des limites interpersonnelles est importante pour prendre des décisions, en fait, qui sont éthiquement raisonnables, éthiquement justifiées également, et qui vont atteindre un équilibre entre les obligations de l'intervenant en termes de mandat, de suivi probatoire, mais aussi en termes de qualité de service qui sont offerts à la personne sur le plan du respect de son autonomie, de sa dignité, de son accompagnement. Il y a cet équilibre-là qui, des fois, est difficilement atteignable. Et souvent, il y a une fausse croyance en termes de... Quand on parle, par exemple, de la réduction des méfaits, souvent, on pense que c'est de permettre à la personne de faire ce qu'elle souhaite. Et ça illustre bien aussi la complexité de l'intervention parce qu'en réduction des méfaits, il y a plusieurs principes de la réduction des méfaits. Il y en a un, évidemment, c'est l'autonomie, mais l'autre principe qu'on oublie souvent, c'est la responsabilisation. Ce qui fait en sorte que l'intervenant, lui, doit guider la personne, l'accompagner la personne, mais ne doit pas faire à la place de la personne. La personne doit rester responsable des décisions qu'elle prend et c'est à l'intervenant de l'accompagner là-dedans dans la mesure des coûts-bénéfices de ses actions. Évidemment, il y a tout l'aspect de l'approbation, donc de l'intervenant qui, lui, doit respecter son cadre d'intervention. Donc, cet équilibre-là, souvent, peut amener une détresse morale chez les intervenants. Et la détresse morale, souvent, peut se solder, du moins, par un épuisement professionnel, un désengagement aussi, ce qui fait en sorte que l'intervenant, en fait, la sensibilité éthique de l'intervenant va diminuer par rapport à ses interventions. Il va y avoir une forme de désengagement aussi, ce qui est très dangereux, en fait, sur le plan de l'intervention en santé mentale auprès d'une clientèle qui a un profil d'ITSA ou auprès de clientèle judiciarisée ou marginalisée. Et donc, on souhaite maintenir un engagement de l'intervenant, et pour ça, il faut que l'intervenant ait une très bonne connaissance de ce qui lui appartient, ce qui appartient aux autres, et comment il peut négocier, en fait, ces différents chapeaux, si on peut dire, entre le fait d'accompagner la personne, de la soutenir, également de répondre à son mandat en termes de suivi probatoire ou de contraintes s'il y a lieu. Le travail auprès de cette clientèle-là est extrêmement valorisant. C'est un enrichissement qui est personnel et c'est également un travail qui, lorsqu'on a des petits pas qui sont faits,
vraiment, nous, c'est un peu la paye de l'intervenant, en fait, de voir que la personne évolue bien, qu'elle fait des apprentissages tranquillement. Ça réfère un peu aussi à la question des objectifs simples. La raison pour laquelle, au départ, les objectifs doivent être simples en termes de ce qu'on souhaite atteindre dans l'intervention, de résultats de l'intervention. En exposant la personne à des succès, ça permet aussi à l'intervenant de dire hey, c'est vraiment cool ce qui arrive en ce moment. Et ça, je pense que c'est l'aspect vraiment très valorisant de l'intervention auprès de cette clientèle-là. Il y a un côté humain qui est fondamental. Il y a un engagement relationnel auprès des personnes qui est essentiel à n'importe quel type de travail d'intervention auprès de ces personnes-là. Et souvent, c'est par la relation, en fait, que la personne va s'engager, va être plus motivée. Et ça, on le voit dans le contexte de l'intervention aussi. On n'a pas le même profil d'intervenant. Chaque intervenant est unique, chaque personne est unique, ce qui fait en sorte que dans une équipe, souvent, on va avoir un très bon lien avec une personne et la force de ce lien-là, en fait, va devoir être prise en considération aussi dans la répartition du travail des équipes, par exemple. Ce qui fait en sorte que quand on travaille avec une personne qui, malgré les difficultés, avance bien, souvent, c'est là qu'on se dit, bien, on est utile et ce travail-là est nécessaire, en fait. Et c'est également le cas quand ça se passe un peu moins bien, où là, bien, l'intervenant doit se maintenir dans une position où on ne perd pas espoir, on n'abandonne pas la personne, on prend acte de ce qui est arrivé, puis on essaie de construire à partir de là pour que la personne, malgré qu'on puisse voir ça comme un retour en arrière, ait appris également de ce qui s'est passé et puisse cheminer dans une voie de réadaptation ou de réinsertion.